Dans la vidéo précédente, nous avons essentiellement abordé l'origine possible du vouvoiement, la présentation des verbes, l'utilité du supin, la proposition infinitive, le locatif qui a une forme génitive ou ablative, et les verbes déponents. J'aborde maintenant ce qu'on appelle la proposition relative. C'est une subordonnée introduite par un pronom relatif, qui, que, dont, où, lequel, etc. Par exemple, l'histoire que j'ai lue est belle. Que j'ai lue, introduite par le pronom que, est une proposition relative. Faites attention en français à l'accord du participe passé. L'histoire que j'ai lue correspond à l'histoire lue, d'où la nécessité de l'accord, ici au féminin avec un E final au participe passé lu. Les grammairiens expliquent qu'il faut accorder le participe passé si le complément d'objet direct se situe avant lui dans la phrase. Comme histoire précède lu, il faut accorder lu au féminin. J'ai lu des histoires. Pas d'accord du participe parce que le complément d'objet direct se situe après. Pas d'accord du participe, ça signifie que le participe reste invariable. Il s'écrit sous sa forme la plus simple, à savoir au masculin singulier. Les histoires que j'ai lues, il y a ici accord du participe car le complément d'objet direct se situe avant. C'est comme si l'on disait les histoires lues. Vous vous souvenez du titre du journal intime ou personnel de Victor Hugo, Choses vues, qui signifie bien les choses que j'ai vues, avec accord du participe qui se comporte comme un adjectif. Si la place de l'adjectif est interchangeable, d'où l'expression bonnet blanc et blanc bonnet, celle du participe utilisé adjectivement ne l'est pas, il ne peut se trouver qu'après le complément. Histoire lue ou chose vue. Méfiez-vous des verbes occasionnellement pronominaux, qui se construisent par définition avec un pronom réfléchi comme ce, nous, vous, et ainsi de suite, car ces pronoms peuvent aussi bien être compléments d'objet direct et signifier respectivement eux, nous, vous, que complément d'objet indirect et signifier à eux, à nous, à vous, ce qui est susceptible d'influer sur l'accord du participe. Par exemple, ils se sont serrés l'un contre l'autre. Le participe serré s'accorde ici au masculin pluriel, parce que le complément d'objet direct est le pronom se, qui signifie eux-mêmes, ils ont serré eux-mêmes. Et comme ce complément d'objet direct se situe avant le participe, celui-ci doit s'accorder ici au masculin pluriel. Mais si l'on dit ils se sont serré la main, le participe passé est invariable, car le pronom réfléchi se ne signifie pas eux-mêmes, mais à eux-mêmes. Ils ont serré à eux-mêmes. Ils ont serré à eux-mêmes quoi? La main. La main est donc le complément d'objet direct du participe passé serré, et comme ce complément se situe après le participe reste invariable. De même, elles se sont lavées. Elles ont lavé qui? Se, c'est-à-dire elles-mêmes. Comme le complément d'objet direct se situe avant le participe s'accorde ici au féminin pluriel. Mais dans la phrase elles se sont lavé les pieds, elles ont lavé à elles-mêmes les pieds. Ce n'est donc pas complément d'objet direct mais complément d'objet indirect. Elles ont lavé à elles-mêmes quoi? Les pieds. Les pieds, c'est donc le complément d'objet direct qui se situe après, d'où l'invariabilité du participe. Dans le magnifique film américain Boy Choir, qui date de 2014, littéralement Cœur de garçon, intitulé Le Virtuose, dans sa très talentueuse version française. Parfois, la leçon. L'autobus qui véhicule les jeunes choristes arrive à destination. C'est une école assez pauvre. Ça se passe à Odessa, aux États-Unis, dans le Texas. Anton Carvel, qui est le grand chef de la chorale, inspecte discrètement les lieux dès son arrivée et s'aperçoit que les vocalistes vont chanter dans un simple gymnase. Ce collège presque sinistré n'a pas de salle de concert, alors que les musiciens ont plutôt l'habitude de lieux prestigieux pour leurs prestations. Par une sorte de clin d'œil du hasard, le virtuose, qui s'appelle Stett, fera une audition au pied levé dans un autre gymnase. Il chantera le Pied Jésus du Requiem de Gabriel Fauré, pour être précis la fin de ce Pied Jésus. Pieux Jésus, pied est ici au vocatif. Pius fait pi, pi au vocatif quand il s'agit du nom d'une personne.
vocatif en i des noms de personnes en ius, Claudius, Claudi, Aegidius, Aegidi, mais pied P-I-E quand il s'agit de l'adjectif. Stedt chante donc a cappella ce pied Jésus, qu'il connaissait parce que son camarade Fernando lui avait fait entendre un enregistrement de cette mélodie, interprétée par Devon, le meilleur soliste de l'académie. Et il passe cette audition impromptue dans un autre gymnase, celui de l'illustre école, où son père, M. Owens, l'a inscrit. Cela dit, M. Carvel reste flegmatique, impassible devant cette constatation. Il en a vu d'autres, avec sa grande expérience. Son assistant, Drake, éminent et pointilleux pédagogue, dira d'ailleurs aux adolescents, étonnés de cet endroit peu majestueux, « No matter what the battlefield », peu importe le champ de bataille, il cherche à rassurer sa troupe juvénile. La très audacieuse directrice de l'école, Patricia Steele, vient saluer M. Carvel, qui lui fait l'honneur de sa visite au début du film, et lui dit « We spoke on the phone ». On ne peut pas traduire cette phrase ad verbum, ou verbatim, c'est-à-dire au mot à mot. La version française dira plutôt « nous nous sommes eus au téléphone ». Nous avons eu qui? Nous, c'est-à-dire nous deux. Comme il y a un homme et une femme, on accorde au masculin pluriel le participe passé eu. C'est une règle grammaticale millénaire, il en va de même en latin et en grec ancien. De même nous écririons la main qu'ils se sont serrés. Ils ont serré à eux-mêmes quoi? La main. Comme le complément d'objet direct est placé avant le participe serré, l'accord au féminin est nécessaire. Dans l'absolu, le complément d'objet direct est le pronom relatif que. Ici est l'idée devant une voyelle. Mais comme ce pronom renvoie à son antécédent la main, par simplification on dit que c'est la main qui est complément d'objet direct. Ça ne change évidemment rien à l'analyse. Vous voyez que la question de base est de savoir si le complément d'objet direct se situe avant ou après le participe. On accorde le participe passé en genre et en nombre si le complément d'objet direct se trouve avant. Ce participe est invariable si le complément d'objet direct est placé après. Le film Boy Choir traite du problème de la mue chez les adolescents, qui leur fait perdre leur voix de soprano. Ils passent à cette occasion de la clé de sol à la clé de fa. Je vous renvoie pour plus de précisions à ce sujet à ma leçon de solfège. C'est ce qui explique que M. Carvel, qui convoque les garçons à une réunion d'encouragement avant le concert, va finalement choisir Stedt comme soliste à New York, pour chanter le Messie de George Friedrich Handel, qui est un oratorio composé en 1741, anno millesimo septingentesimo quadragesimo primo, parce que Stedt, qui est un peu plus âgé que les autres, va prochainement perdre sa voix. Ce sera pour lui la dernière occasion d'être soliste en tant que soprano, alors que son concurrent Devon, qu'on voit en arrière-plan sur la gauche, aura d'autres opportunités de ce genre puisqu'il est plus jeune que Stedt. Une formidable allégorie. Cette somptueuse fiction permet entre autres d'exhumer une œuvre très rarement interprétée, faute de pouvoir réunir un nombre suffisant de solistes vocaux. Spem in alium de Thalys, motet à 40 voix composé aux alentours de 1570. Circiter anno millesimo quingentesimo septuagesimo. Motet est un diminutif de mot, petit mot, très court poème, ici constitué d'un bref énoncé, pièce vocale religieuse chantée a cappella, expression italienne qui signifie à la chapelle, ça signifie voix seule, sans accompagnement instrumental, dont les paroles ne sont pas celles de l'office. C'est Drake qu'on voit debout sur la droite, qui donne le verset et sa traduction, Spem in alium nunquam abui praeterinte, I have no hope in any other than you. Je n'ai d'espoir en personne d'autre que vous, en traduction vous voyante. Le parfait abui est traduit par un présent. C'est tout à fait possible selon le contexte sans être systématique. Le parfait exprime souvent le résultat présent d'une action initiale passée. C'est une sorte de présent sub specia aeternitatis, sous l'espèce de l'éternité. La chanson du film Boy Choir s'intitule The Mystery of the Gift, le mystère du don. Le don, c'est-à-dire cette voix enfantine de soprano,
et probablement aussi celui de la nature qui gratifie la prime jeunesse de ce son. Mystery n'est pas facile à rendre, peut-être mysterium, obscuritas, arcanum, ou encore occulta, ou son superlatif occultissima, et gefte pardos qui fait dotis au génitif, ou virtus qui fait virtutis au génitif. Ces deux mots sont féminins. On pourrait donc dire par exemple dotis arcanum, ou encore virtutis occulta. Le refrain de cette chanson dit It's the beautiful longing. Embrace the unknown. That's the mystery of your gift. Littéralement, c'est le beau désir. Embrasser l'inconnu. Tel est le mystère de votre don. Bien que nous ayons à déplorer l'invasion du cinéma américain en Europe, sans réciprocité à quelques rarissimes exceptions près, ce fut d'ailleurs la contrepartie astucieusement préméditée du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, discrète revendication passée inaperçue à l'époque, mais les Américains ont très vite compris tout le profit qu'ils pourraient soutirer, en termes de commerce juteux et de propagande perpétuelle via le 7e art. Nous ne pouvons néanmoins nier un talent cinématographique hollywoodien époustouflant. En résumé, il y a accord du participe passé avec son complément d'objet direct, si ce complément se situe avant le participe dans la phrase, sinon le participe est invariable, il se présente alors au masculin singulier. Faites attention aux participes passés des verbes transitifs indirects, ils sont invariables. Par exemple, les années se sont succédées. Le participe passé succédé est invariable, il ne peut pas s'écrire autrement. Les années ont succédé à elles-mêmes. Idem dans une relative, les années qui se sont succédées. De même, elles se sont nues, elles se sont plu. Nuit est invariable, plu est invariable. Succéder à, nuire à, plaire à. Ce sont des verbes transitifs indirects. Indirects parce que le complément est annoncé par une préposition, ici à. A contrario, si le pronom vous ne renvoie qu'à des femmes, haï s'accordera au féminin pluriel dans vous vous êtes haï. Vous avez haï qui? Vous. Le premier vous est sujet, le second est complément d'objet direct. De même, ils se sont haïs. Ils ont haï qui? Ce, c'est-à-dire eux-mêmes. Haïr est transitif direct, d'où l'accord nécessaire avec un complément situé avant le participe. Pour clore cette parenthèse, je vous indique la règle du participe passé suivi d'un infinitif. C'est sans doute la règle la plus difficile de la grammaire française. La difficulté vient du conflit qu'il y a entre les deux verbes. Par exemple, si je dis la chanson que j'ai entendue, on accorde le participe passé puisque cette phrase se simplifie en la chanson entendue. Mais dans la chanson que j'ai entendue chanter, le participe passé redevient ici invariable. En effet, chanter quoi? La chanson, entendre quoi? La chanson. Les deux verbes sont candidats pour être connectés au complément d'objet direct. La grammaire tranche le litige en rendant l'infinitif prioritaire. Comme l'infinitif absorbe le complément d'objet direct qui précède, le participe passé est dépossédé de l'accord puisque c'est l'infinitif qui s'en charge. Maintenant, si je dis la femme que j'ai entendue, accord au féminin du participe passé puisque ça correspond à la femme entendue, mais dans la femme que j'ai entendue chanter, l'accord se maintient. En effet, le substantif la femme qui précède ne serait pas complément d'objet direct de l'infinitif, puisque c'est la femme qui chante. La femme chante, femme est sujet et non complément d'objet direct de l'infinitif. Dans ce cas-là, le conflit disparaît et le participe passé reprend ses droits. Comme l'infinitif n'est pas concerné par le substantif, il faut que le substantif soit complément d'objet direct de l'infinitif pour qu'il le soit. C'est le participe passé qui prend en charge le complément d'objet direct. Il y a donc accord dans ce cas-là, puisque le complément d'objet direct se situe avant. On pourrait certes écrire « la femme que j'ai entendue chanter » en laissant le participe passé invariable. Mais alors la phrase signifierait autre chose. Dans cette graphie, c'est la femme qu'on chante, la femme en tant que concept. Le fait que le participe passé ne soit pas accordé montre que c'est l'infinitif qui est connecté au substantif femme en tant que complément d'objet direct. Chanter la femme. Cette règle pourrait se présenter sous la forme d'un test binaire d'organigramme. Il faut se poser la question suivante.
Le substantif est-il complément d'objet direct de l'infinitif prioritaire? Si oui, le participe passé est dépossédé de son lien avec le substantif. Il est alors invariable, exempli gratia à la chanson que j'ai entendu chanter. Les deux lettres E, G sont les initiales de l'expression latine exempli gratia, par exemple. Sinon, le participe passé s'accorde avec le substantif, puisque l'infinitif n'est pas concerné, exempli gratia, la femme que j'ai entendu chanter. Faites attention au cas particulier du participe passé fait du verbe faire. Il est invariable devant un infinitif. Par exemple, elle s'est fait m'originer. C'est un verbe littéraire pour dire gronder, houspiller, réprimander. On dit aussi par euphémisme gourmander. Il faut savoir que ces règles ne sont pas toutes acceptées par les grammairiens. Certaines sont contestées, discutées ou assouplies. Ce que j'indique là, ce sont les recommandations académiques. Celles qu'il faudrait de préférence utiliser dans vos écrits sérieux ou officiels, comme vos dissertations ou rédactions scolaires et bien sûr vos thèses. Vous trouverez de nombreuses discussions à ce sujet dans le Grevis, d'où son caractère peut être parfois quelque peu polémique. Attention, prononcez bien Grevis. Ce monsieur a dû passer sa vie à expliquer qu'il n'y a pas d'accent aigu sur le premier E de son nom. Maurice Grevis, qui a publié en 1936 une grammaire française intitulée Le bon usage. Mais on dit plutôt le Grevis, qui fait l'objet de fréquentes rééditions, revues, corrigées et augmentées. C'est un pavé de plus de 1500 pages qui a l'allure d'un dictionnaire et qui recèle aussi bien les exemples que les contre-exemples des plus grands littérateurs français. Maintenant que nous sommes un peu plus à l'aise avec l'accord du participe passé dans différents contextes, revenons à notre point de départ, la proposition relative. Vous voyez que ce cours de latin est plutôt un iter latinum, un voyage latin, qui traite de lingua latina et quibusdam parvis aliis, du latin et de certaines autres petites choses. En principe, on met l'adjectif latin avant le nom qu'il détermine. On dit que le déterminant précède le déterminé, mais on préfère par exception, sans que ce soit totalement obligatoire, l'ordre inverse dans l'expression lingua latina. On use de ce même ordre inverse dans la formule iter latinum. Notez le L majuscule latin nécessaire au nom de nationalité. En français, on ne met la majuscule qu'au substantif en tant que ressortissant d'un pays ou d'une région. Par exemple, les Français parlent français. Majuscule aux personnes et idem pour toutes les nationalités ou régionalités. Un Allemand, A majuscule, un Normand, N majuscule, un Danois, D majuscule, et ainsi de suite. Pas de majuscule à la langue, ni à l'adjectif exempli gratia, un auteur français. Le grammairien latin Marcus Terentius Varro, francisé en Varon, du 1er siècle avant notre ère, il a donc vécu pendant la période classique. On appelle ainsi celle des 2 siècles qui chevauchent notre ère, grosso modo de -100 à +100, a intitulé son étude linguistique De lingua latina. Ces dates approximatives sont celles qui sont usitées dans les écoles, mais il faut peut-être savoir à toutes fins utiles que tout cela est contesté par ce qu'on appelle le récentisme. Idée qui prend source chez Voltaire dans ses lettres philosophiques, on dit aussi lettres anglaises, en l'occurrence la 17e lettre qui traite de la chronologie, où il évoque la réforme de la chronologie historique par Newton, qui raccourcissait les antiquités grecques et égyptiennes en fonction d'observations astronomiques. Tout s'est fait plus tard qu'on ne le dit, mais comme le mot tardisme ne serait pas très clair, la phrase a parfois été modifiée en tout est plus récent qu'on ne le dit, pour avaliser en quelque sorte ce néologisme de récentisme. Le mouvement récentiste est, comme on peut s'y attendre, vertement fustigé, pour ne pas dire ridiculisé par les tenants de l'histoire officielle. Le mot ne figure d'ailleurs pas dans le dictionnaire français à ce jour, on est en 2016. Il s'est essentiellement développé en Russie dans les années 1920, et il a entre autres pour adepte l'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov. C'est à tout hasard que j'indique à votre sagacité l'existence de cette théorie marginale, peu connue en France, qui avance, avec des arguments quand même assez pertinents, que la chronologie universellement admise des faits historiques allant grosso modo de l'Antiquité à la Renaissance est erronée. Dans un ordre d'idées tout à fait connexe,
Certains forgent le néologisme de rétablisme, au sens, d'après leurs sectateurs ou zélateurs, de rétablir la vérité historiographique, la version officielle ayant été, selon eux, fabriquée de toutes pièces à une certaine époque. L'écrivain anglais George Orwell disait « Qui contrôle le passé contrôle le présent, qui contrôle le présent contrôle l'avenir ». Si l'on accepte cette idée en l'état, on comprend l'importance des descriptions historiques institutionnalisées et l'infiltration de lobbies, qui ne sont en général pas mal logés, si je puis dire, dans le domaine de l'éducation pour appuyer leur propre propagande. Orwell est l'auteur du célèbre roman 1984, en lettres dans le titre anglais 1984, publié en 1949, où il décrit un régime policier totalitaire de surveillance généralisée, par l'intermédiaire notamment de son fameux personnage Big Brother, littéralement grand frère, mais on laisse généralement cette expression en anglais. Big Brother is watching you, Big Brother vous regarde. L'histoire que j'ai lue est belle est une phrase qui contient la proposition relative que j'ai lue. Ça correspond à deux énoncés. Premièrement, j'ai lu l'histoire. Deuxièmement, l'histoire est belle. Si vous concaténez ces deux assertions et dites « j'ai lu l'histoire est belle », c'est de la parataxe. Le chinois, par exemple, est une langue essentiellement parataxique. C'est une suite d'affirmations isolées non liées syntaxiquement. La beauté de cette langue est surtout axée sur le visuel, par la calligraphie, la belle écriture. La racine grecque cal renvoie au beau et graphe à l'écriture. La calligraphie, c'est-à-dire la manière de dessiner les idéogrammes, c'est tout un art. Si vous liez ces deux déclarations, c'est de la syntaxe. Il pleut, je ne sors pas, c'est de la parataxe. Je ne sors pas parce qu'il pleut, c'est de la syntaxe. La beauté des langues indo-européennes, comme le latin et le grec ancien, et donc du français qui en est issu, se situe dans la syntaxe, qui inaugure ce qu'on appelle en grammaire la phrase complexe, qui relie et imbrique à des degrés divers les éléments grammaticaux. Pour le mot histoire, on peut choisir historia, ou narratio, ou encore fabula, qui sont tous trois féminins. Le verbe lire se dit lego, qui fait légui au parfait, j'ai lu. L'adjectif beau se dit pulcher, qui devient pulcra au féminin. Nous avons désormais tous les ingrédients pour construire notre phrase latine. On choisit le mot fabula. L'histoire est belle, fabula pulcra est. Fabula est un nominatif en tant que sujet de la phrase, et pulcra également en tant qu'attribut du sujet. J'ai lu l'histoire, fabulam legi. Fabulam à l'accusatif en tant que complément d'objet direct. J'ai lu quoi? L'histoire. Quel va être le pronom relatif associé à fabulam? Ce sera quam, qui prend en charge les trois caractéristiques accusatif, féminin, singulier. Donc la relative sera quam legi. On remplace le substantif fabulam par le pronom associé quam, ce qui va donner fabula, quam legi, pulcra est. L'histoire que j'ai lue est belle, fabula quam legi pulcra est. On peut essayer de théoriser mathématiquement le procédé. On part d'un substantif au cas 1, dans un énoncé 1, et du même substantif au cas 2, dans un énoncé 2. On déduit du substantif le genre et le nombre. À partir du substantif au cas 2, on déduit le pronom, qui aura les trois caractéristiques genre, nombre et cas 2. À partir de là, on conclut la phrase qui contient la proposition relative, composée du substantif au cas 1, du pronom calculé, et des deux énoncés en ordre inversé, E2 et E1, de manière à enclaver la relative. Vous voyez que le cas 1 et le cas 2 ne sont pas liés. Toutes les combinaisons sont donc possibles entre l'antécédent au cas 1 et le pronom relatif au cas 2. Chacun a sa fonction grammaticale à l'intérieur de sa phrase. Dans notre exemple précédent, le substantif au cas 1 est fabula, au nominatif. La suite de l'énoncé 1 est pulcra est. Le substantif au cas 2 est fabulam, à l'accusatif. La suite de l'énoncé 2 est legi. Du substantif, qu'il soit au cas 1 ou au cas 2, on en déduit le genre et le nombre, ici féminin singulier.
Le pronom relatif doit être au cas de, donc ici à l'accusatif. Il doit donc avoir les trois caractéristiques accusatif, féminin, singulier, ce qui donne quam. Ce qui donne fabula, quam, legi, pulcra est. Fabula quam legi pulcra est. Mettons la phrase au pluriel. On va avoir d'un côté fabulae pulcrae sunt et de l'autre fabulas legi. Reprenons notre schéma grammatical. Le substantif au cas 1 est fabulae. La suite de l'énoncé 1 est pulcrae sunt. Le substantif au cas 2 est fabulas. La suite de l'énoncé 2 est legi. On déduit du substantif le genre et le nombre, ici féminin pluriel. Le pronom relatif doit être à l'accusatif féminin pluriel, donc quas. Ce qui donne fabulae, quas, legi, pulcrae sunt. Fabulae quas legi pulcrae sunt. Il existe une autre façon d'agencer la phrase. Reprenons notre algorithme grammatical. À partir du substantif au cas 1, on en déduit un pronom de rappel au cas 1. Ce genre de pronom s'appelle anaphorique. Ça correspond en français à ceci, cela, celui-ci, celui-là, etc., qui renvoie à un mot qui précède. Dans ces conditions, la phrase va se présenter sous cette forme. Le pronom relatif aux trois caractéristiques, genre, nombre et cas 2, le substantif au cas 2, la suite de l'énoncé 2, le pronom de rappel ou anaphorique au cas 1, et la suite de l'énoncé 1. Dans le premier énoncé, les éléments 2 étaient enclavés. Dans le second, il y a inversion des éléments 1 et 2. C'est une variante littéraire qu'on trouvera tout à fait fréquemment dans les textes d'auteurs. Reprenons les éléments de la phrase précédente. Nous avons besoin dans cette nouvelle présentation du pronom de rappel au cas 1. Il s'agit du pronom ea, qui a les trois caractéristiques du substantif 1, nominatif féminin singulier. On positionne maintenant chaque élément de la nouvelle phrase, ce qui va donner quam, fabulam, legi, ea, pulcra est. Quam fabulam legi, ea pulcra est. On comprend aisément le mécanisme. Le substantif s'invite dans la relative et se met au cas du pronom relatif. L'anaphorique est ajouté en début de second fragment au cas du substantif 1 de départ. Fabula quam legi pulcra est devient quam fabulam legi ea pulcra est. Fabulae quas legi pulcrae sunt devient quas fabulas legi eae pulcrae sunt. Comment traduirions-nous l'histoire dont je vous ai parlé est passionnante. Pour la compréhension, on scinde la phrase en deux. Premièrement, l'histoire est passionnante. Deuxièmement, je vous ai parlé de l'histoire. Cette fois-ci, on choisira narratio. Il est difficile de rendre passionnant. Le mot ne figure d'ailleurs pas dans le dictionnaire français-latin. Là où le français est plus général, l'histoire est passionnante, le latin exprime plutôt son propre sentiment et dira par exemple « m'a énormément plu ». On pourra donc utiliser le verbe delecto associé à un adverbe comme vehementer ou maxime. Parler se dit loquor. C'est un verbe déponent, c'est-à-dire qu'il a une forme passive pour un sens actif. Loquor, je parle. Locutus sum, j'ai parlé, si c'est un homme qui le dit. Locuta sum, si c'est une femme. Parler de quelque chose se dit loquide aliquare, aliquare à l'ablatif. L'histoire est passionnante peut se dire narratio me vehementer delectavit. Narratio nominatif en tant que sujet de la phrase, mais accusatif d'ego, à charmer qui, moi. Je vous ai parlé de l'histoire, des narratione tibi locutus sum. Narratione à l'ablatif, des plus ablatif. Tibi au datif, j'ai parlé locutus sum à qui, tibi à vous en traduction vous voyante. On suppose ici un vouvoiement français dans la phrase. Si c'est un vous pluriel, on s'adresse alors à plusieurs personnes.
Il faut alors dire vobis, des narratione vobis locutus sum. Quel va être le pronom relatif correspondant à narratione? C'est quoi? Qui a les trois caractéristiques ablatif, féminin, singulier. Ce qui donne narratio de qua tibi locutus sum me vehementer delectavit. Mettons la phrase au pluriel. Les histoires sont passionnantes, narrationes me vehementer delectaverunt. Je vous ai parlé des histoires, des narrationibus vobis locuta sum. Je considère ici un vous pluriel, d'où vobis. On ne peut pas le savoir en l'absence de contexte. Dans un exercice latin, si rien n'est précisé, vous choisirez soit le vouvoiement français, qui se traduira par une seconde personne du singulier, soit le pluriel. Donc soit tout, soit vos, au cas voulu. Et je suppose également que c'est une femme qui parle, d'où locuta. D'où, en fonction de ses choix, des narrationibus vobis locuta sum. Notez en passant que vos a deux génitifs, vestri et vestrum. Vestri s'emploie avec des verbes qui exigent le génitif. Par exemple, je me souviens de vous, memini vestri. Si c'est un vous singulier de vouvoiement français, on dira memini tui. Tui, génitif de tout. Vestrum est un génitif partitif. Par exemple, l'un de vous se dira unus vestrum. On peut dire également unus ex vobis, ou encore unus inter vos, mais unus vestrum est sans doute le plus littéraire. De même avec aliquis, quelqu'un, on peut dire aliquis vestrum, quelqu'un d'entre vous, ou aliquis ex vobis, ou encore aliquis inter vos. Quel va être le pronom relatif associé à narrationibus? Ce sera quibus. Les histoires dont je vous ai parlé sont passionnantes, peut donc se traduire par narrationes de quibus vobis locuta sum me vehementer delectaverunt. Vehementer delectaverunt ou maxime delectaverunt. Vous voyez que le pronom relatif dont s'est traduit par de quoi dans la phrase précédente au singulier, littéralement au sujet de laquelle, et maintenant par de quibus, littéralement au sujet desquels. Notez qu'avec une préposition régie par l'ablatif, il n'y aura que trois possibilités pour le pronom relatif. Par exemple, avec des, ça donnera de quo, de quoi, de quibus. Et il en ira de même pour les autres prépositions accompagnées d'un ablatif, comme ab, cum, ex, in, pro, sine et ainsi de suite. Alors qu'avec une préposition suivie d'un accusatif, il y a 6 combinaisons. Par exemple, avec ad, on a adquem, adquam, adquad, adquos, adquas, adquae. Ad ou une quelconque préposition qui se construit avec l'accusatif, comme adversus, ante, apud, in, per, post, prope, etc. Certaines prépositions ont les deux constructions en fonction du contexte, comme in qui peut être suivi d'un ablatif ou d'un accusatif. À noter l'expression sine qua non qui a survécu en français, dans une formule du genre la condition sine qua non, littéralement la condition sans laquelle non, c'est-à-dire sans laquelle ce dont il est question n'aura pas lieu. Quoi, pronom relatif féminin singulier à l'ablatif après la préposition sine. Au pluriel, il faudrait dire les conditions sine quibus non, mais il est rare d'entendre cette formule correcte latine. Le relatif quoi est maintenu au singulier même si le substantif qui précède est au pluriel, mais dans l'absolu, il faudra dire les conditions sine quibus non. Dernier exemple, l'histoire dont il a oublié le titre a été écrite en 2016. On coupe la phrase en deux. Premièrement, l'histoire a été écrite en 2016. Et deuxièmement, il a oublié le titre de l'histoire. On choisira cette fois-ci le mot historia. Le titre peut se dire titulus, ou encore inscriptio. Oublier se dit obliviscor, qui se construit avec le génitif. Pour le verbe écrire, on utilisera scribo. L'histoire a été écrite en 2016, Historia anno bis millesimo sexto decimo scripta est. Il a oublié le titre de l'histoire, Historiae tituli oblitus est. Tituli au génitif est le complément d'oblitus est. Il est oublieux du titre. Et Historiae au génitif également est complément de nom de tituli, du titre de l'histoire. Ce qui explique deux génitifs qui se suivent, Historiae tituli. Quel va être le pronom relatif associé à Historiae?
Il faut que ce soit un génitif féminin singulier, donc c'est cuius. Je l'écris ici avec un J, mais dans certains livres cuius s'écrit avec un I, car J est une lettre tardive, pour faciliter la lecture. Ce qui donne Historia cuius tituli oblitus est, anno bis millesimo sexto decimo scripta est. Mettons la phrase au pluriel, les histoires dont il a oublié le titre ont été écrites en 2016. Les histoires ont été écrites en 2016, Historiae anno bis millesimo sexto decimo scriptae sunt. Il a oublié le titre des histoires, Historiarum titulorum oblitus est. Le latin ne dit pas le titre des histoires, mais les titres des histoires. Il envisage la pluralité des titres, et non pas comme en français le fait que chaque histoire n'a qu'un seul titre. De même, la tête du soldat se dira militis caput, mais la tête des soldats se dira militum capita. Il faut mettre caput au pluriel, ce qui donne capita, les têtes des soldats. De même, le titre de l'histoire Historiae titulus, mais le titre des histoires Historiarum tituli, avec tituli au pluriel, tituli pluriel de titulus. Quel va être le pronom relatif associé à Historiarum? C'est quarum. Quarum génitif féminin pluriel. D'où Historiae quarum titulorum oblitus est, anno bis millesimo sexto decimo scriptae sunt. La ponctuation est assez libre. Il n'y a pas de loi très stricte dans ce domaine. Sur une phrase courte, vous pouvez ne pas ponctuer du tout. On peut mettre une virgule après la relative. On peut également l'encadrer par deux virgules. Il en va de même en français. Si la proposition relative est assez longue, une virgule juste après est souhaitable. Sinon, pas de ponctuation du tout est également appréciable pour une lecture plus fluide. Chacun ponctuera selon sa sensibilité. Pour clore cette vidéo, précisons que le latin a toujours été adapté à la modernité, c'est-à-dire que son lexique est sans cesse étendu aux nécessités récentes. Par exemple, un film se dit pellicula, on reconnaît pellicule qui vient précisément de pellicula, petite peau, pellis la peau, pellicula, petite peau. Internet se dit interrete, qui est un mot neutre. On dit aussi rete informaticum, qui fait retis informatici au génitif. Un site sur la toile électronique géante se dit situs interretialis. Un ordinateur se dit computatrum. On dit aussi ordinatrum. Le téléphone se dit téléphonum. Un téléphone portable se dit téléphonum gestabile. De l'adjectif gestabilis, ici au neutre gestabile qui peut être porté, donc maniable. De même, un ordinateur portable se dira computatrum gestabile ou ordinatrum gestabile. Vous trouverez également sur Internet Wikipédia en latin, avec plus de 100 000 pages en 2016. Il y a des colloques, des revues, des blogs d'expressions latines. Bref, le latin est une langue morte qui se porte encore très bien.